Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Bleibtreu. Le mouvement de protestation des agriculteurs qui a débuté aux Pays-Bas en raison des mesures gouvernementales visant à réduire les émissions polluantes s'est étendu à d'autres régions d'Europe. Des cultivateurs d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de Pologne sont descendus dans la rue par solidarité avec leurs homologues hollandais. Aux Pays-Bas, la coalition au pouvoir souhaite réduire les émissions de polluants, principalement l'oxyde d'azote et l'ammoniac, de 50% à l'échelle nationale d'ici 2030. Les ministres qualifient cette proposition de transition inévitable, visant à améliorer la qualité de l'air, des sols et de l'eau. Ils préviennent que les agriculteurs devront s'adapter ou risquer de mettre la clé sous la porte. Les agriculteurs néerlandais affirment que les autres pays de l'UE ne répriment pas l'industrie agricole aussi durement que les Pays-Bas. Selon The Scottish Farmer, les supermarchés sont à court de nourriture, alors que les protestations commençaient en juin, avec quelques 40 000 agriculteurs néerlandais contre les propositions de leur gouvernement, continuent de s'intensifier et s'étendent à toute l'Europe. En signe de solidarité, les agriculteurs allemands ont bloqué les routes à la frontière avec les Pays-Bas et se sont rassemblés en grand nombre pour protester près de la ville de Heerenberg. Selon The Deep Dive, les groupes d'agriculteurs allemands sont eux-mêmes mécontents d'un récent amendement du Parlement à la loi sur les énergies renouvelables, affirmant qu'il ne soutient pas suffisamment la production de biogaz. Bernhard Krusken, secrétaire général de l'Association des agriculteurs allemands, a déclaré « Il est totalement incompréhensible qu'au milieu de cette crise énergétique de grande ampleur, une source d'énergie domestique durable telle que le biogaz soit freinée dans la production d'électricité, de chaleur et de biométhane. » En Espagne, selon The Scottish Farmer, les agriculteurs ont bloqué les autoroutes dans la région méridionale de l'Andalousie pour protester contre les prix élevés du carburant et la hausse des coûts des produits essentiels. Les agriculteurs italiens sont confrontés aux prix élevés du carburant et à une sécheresse qui a mis en péril un tiers de la production agricole. À Milan, des agriculteurs italiens ont bloqué la circulation en ville à bord d'un convoi de tracteurs. Certains préviennent que les protestations actuelles des agriculteurs auront un impact sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire et que l'UE devra trouver un équilibre entre sa sécurité alimentaire et l'environnement. Sinon, cela se répercutera sur la chaîne alimentaire mondiale et aggravera l'inflation dans les pays touchés. Selon un groupe de pression agricole néerlandais LTO, il existe près de 54 000 entreprises agricoles aux Pays-Bas, dont les exportations s'élevaient à 94,5 milliards d'euros en 2019. Le Parlement français a commencé à débattre d'un projet de loi visant à aider les ménages modestes à subvenir à leurs besoins dans un contexte d'inflation record. Les premiers débats ont été animés et les partis d'opposition ont proposé des centaines d'amendements. Mais certains craignent que les mesures ne soient pas suffisantes. David Vives de NTD nous présente ce rapport. En France, les législateurs de la majorité du président Emmanuel Macron ont présenté lundi un projet de loi pour faire face à la hausse du coût de la vie. Selon le gouvernement, ce dispositif de 20 milliards d'euros vise à protéger le niveau de vie des Français. Selon les chiffres officiels, l'inflation a atteint près de 6% en juin, soit le niveau le plus élevé depuis plus de 36 ans. Entre-temps, Macron a accusé la Russie d'utiliser le gaz comme arme de guerre. La pénurie croissante d'énergie fait augmenter les coûts pour les agriculteurs, les entreprises et les consommateurs. NTD s'est entretenu avec l'auteur et philosophe Michel Onfray. Selon lui, la vie est devenue insupportable pour certains consommateurs français. C'est pas normal que des Français aujourd'hui soient au chômage, dans la misère, dans la pauvreté, alors qu'ils travaillent. Vous avez des gens qui travaillent et qui aujourd'hui, j'ai vu un reportage l'autre jour terrifiant à la télévision, sur le marché disaient « je ne peux pas acheter d'asperges, je n'ai pas l'argent qui me permet d'acheter des asperges. Je voulais acheter des tomates, je voulais en acheter 5, je vais en acheter 4. » Vous vous rendez compte? Des gens qui travaillent qui ne peuvent pas acheter des asperges et des tomates. Donc des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas s'acheter des fruits et des légumes, c'est que quelque chose ne va pas dans ce pays. Le prix des tomates est un exemple révélateur de l'impact de la pénurie d'énergie sur le prix d'un produit. 90% des tomates françaises sont cultivées dans des serres chauffées au gaz. Selon une coopérative d'agriculteurs, le coût de production des tomates s'est envolé parallèlement au prix du gaz. Le projet de loi contient 20 propositions visant à protéger les consommateurs contre les hausses des prix. Les plus importantes sont des bons d'aide alimentaire de 100 € destinés à 9 millions de ménages dans tout le pays. D'autres mesures comprennent des remises sur le carburant pour certains salariés et une augmentation des salaires pour les employés du secteur public. Selon Onfray, aucune de ces mesures ne permet de résoudre correctement les problèmes. On est en train de se demander si on ne peut pas donner des tickets de pouvoir d'achat.
Mais on ne demande pas la charité. On ne va pas donner des tickets qui sont des tickets charitables du genre achetez-vous 3 asperges et votez pour Emmanuel Macron. Lundi, le Parlement a connu des débats animés et les partis d'opposition ont proposé plus de 1100 amendements. La question de savoir si le projet de loi sera adopté reste ouverte. David Vives, NTD News, Paris. Alors que la France souffre d'une grave sécheresse, les cultures de lavande et de tournesol ont été durement touchées. La France est le plus grand producteur de lavande au monde et le département des Alpes de Haute-Provence, dans le sud-est de la France, est célèbre pour ses champs luxuriants de pourpre qui recouvrent la région en été. Mais cette année, de grandes surfaces de lavande et de tournesol sont en train de mourir et les agriculteurs affirment que près de la moitié de la récolte habituelle sera perdue. Un reportage de John Dee de NTD. Cette région du sud-est de la France est réputée pour ses magnifiques champs de tournesol et de lavande en été. Mais cette année, les célèbres cultures des Alpes de Haute-Provence ont désespérément besoin de plus d'eau. La nappe phréatique n'est pas suffisamment reconstituée pour couvrir les besoins des agriculteurs. Déjà asséchées par le manque de pluie au cours de l'hiver dernier, les cultures n'ont pas non plus reçu assez de pluie au printemps. Selon cet agriculteur de 6e génération, la récolte de tournesol de cette année s'annonce triste. Près de la moitié de la récolte habituelle devrait être perdue. Le tournesol est affecté parce que c'est une plante qui est semée au printemps et donc les levées, les semis et les levées ont été difficiles. Et pour avoir des tournesols comme ça, il a fallu déjà faire 2 tours d'arrosage. Et il y en aura peut-être encore 2 avant la récolte, alors qu'habituellement on est aux alentours de... nous on fait 1 tour d'arrosage. Donc on va être x3, x4 quoi. La France est le plus grand producteur de lavande au monde. Célèbre pour sa lavande et ses truffes, cette commune est une attraction populaire pour les touristes qui veulent voir les champs luxuriants de pourpre qui recouvrent la région en été. Belensol possède le plus grand nombre de champs de lavande en France, mais les agriculteurs affirment que la chaleur extrême de cette année fera chuter de moitié les récoltes de lavande. Charles Aubry, agriculteur, affirme que la récolte de cette année est l'une des pires dont ils se souviennent. La sécheresse, c'est vraiment quelque chose cette année de très remarquable. Ça fait 30 ans qu'on a les nouvelles techniques de récolte et c'est la plus mauvaise année depuis 30 ans, à part les années où on a des grêles, hein. Une année sur 10 on a la grêle, mais cette année c'est vraiment la sécheresse qui nous pénalise, on va avoir une demi-récolte. Si cette météo se généralise, les producteurs de tournesol et de lavande vont devoir se démener pour obtenir des cultures viables. John Dee, NTD News. Cette journée du 20 juillet aura marqué le début de la persécution du Falun Gong perpétrée par le régime communiste chinois. Comme dans le monde entier, des pratiquants du Falun Gong de Suisse romande se sont rassemblés pour célébrer cette 23e année de résistance pacifique contre la persécution en Chine. Face au palais Wilson, qui abrite le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 3 députés et un ancien conseiller d'État ont tenu à prononcer des discours de soutien. La persécution du Falun Gong est dénoncée partout dans le monde, toute l'année durant. Cependant, le 20 juillet est une occasion spéciale pour faire connaître ce génocide, cette date marquant le début de la persécution de la pratique en 1999. Pour commémorer les 23 ans de répression du Falun Gong en Chine, des sympathisants de la cause se sont mobilisés au cours de la semaine du 20 juillet dans 10 villes de France et d'outre-mer, comme dans le reste du monde. À Genève, les pratiquants ont accueilli 3 députés et un ancien conseiller d'État qui, malgré la chaleur, se sont déplacés pour faire connaître leur soutien à la cause. Cette persécution est infâme. Elle est infâme à plusieurs titres. Elle est infâme parce qu'elle touche d'abord des personnes qui ne veulent que le bien, la paix et l'amour des autres, dans un respect mutuel. Mais ce qui est encore moins acceptable, c'est le silence de beaucoup de nos pays qui se disent démocratie, à commencer par la Suisse. La Suisse met en danger sa neutralité en prenant parti dans tel ou tel conflit entre des pays. Non seulement il ne faut pas oublier, non seulement nous devons continuer à être présents sur le terrain et à alerter nos autorités, comme il a été dit au niveau de nos villes, surtout une Genève qui se dit internationale, qui a une étiquette et une vitrine internationale. Les grandes institutions sont à nos portes, nous devons aller frapper à ces portes et si on ne nous répond pas, nous devons peut-être taper un peu plus fort.
Demandons des réponses aux questions qui se posent depuis longtemps. Parce que malgré tout, quand on regarde un petit peu dans le trottoir, je vois toujours les mêmes gens revendiquer, manifester, résister. Mais la réponse d'en haut, on n'entend pas souvent et parfois elle n'est pas du tout claire. Et on a de la peine à comprendre pourquoi et comment ces choses-là peuvent encore durer. Nous devons apporter un soutien plein et entier aux pratiquants de Falun Gong qui sont persécutés de façon ignoble et inadmissible par les autorités chinoises depuis maintenant 23 ans. Nous devons donc exiger de nos autorités suisses, fédérales et cantonales lorsque c'est possible, qu'elles fassent absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour que la Chine mette fin à ces persécutions ainsi qu'au prélèvement d'organes des pratiquants de Falun Gong qui cherchent pourtant simplement à vivre selon des principes de bienveillance et de tolérance, des valeurs qui devraient nous parler en tant que Suisses et Suissesses, puisque ces valeurs sont constitutives de notre État démocratique, sont constitutives de la Suisse. Nous ne tolérons pas, en tant que citoyens du monde, attachés aux droits humains, ces pratiques dégradantes, humiliantes, qui nous ôtent notre humanité, et nous continuerons à nous battre avec persévérance pour dénoncer ces persécutions et pour faire advenir un monde meilleur comme celui que les praticiennes et praticiens du Falun Dafa revendiquent en diffusant leurs convictions en matière d'empathie, de bienveillance et de tolérance à tous les niveaux. À ce jour, plus de 170 parlementaires suisses se sont prononcés pour condamner la persécution du Falun Gong menée par le gouvernement chinois. 11 parlementaires fédéraux et cantonaux, ainsi que l'Association chrétienne suisse contre la torture, l'ACAT, ont pris la peine d'envoyer cette année des messages de soutien. Le Falun Gong est pratiqué dans plus de 130 pays. Son enseignement repose sur les valeurs de vérité, de bienveillance et de tolérance. La persécution de cette méthode a causé la mort de 4 828 personnes à ce jour. C'est un chiffre largement sous-estimé, les données réelles étant évidemment censurées par le régime communiste chinois, qui au cours des dernières années a classé toute information relative aux violations des droits de l'homme contre les personnes pratiquant le Falun Gong comme secret d'État. La société russe Gazprom a déclaré qu'elle ne pourra pas garantir l'approvisionnement en gaz des acheteurs européens, car la rupture de l'approvisionnement en gaz échappe à son contrôle. Gazprom a déclaré à ses clients européens qu'elle ne pouvait pas garantir l'approvisionnement en gaz en raison de circonstances extraordinaires. C'est ce qui ressort d'une lettre de la compagnie énergétique russe consultée par Reuters, dans laquelle elle déclare une force majeure sur les livraisons à partir du 14 juin. La lettre elle-même est datée du 14 juillet et est adressée à au moins un client important. Connue sous le nom de clause de cas de force majeure, la force majeure est utilisée pour protéger une entreprise contre des facteurs indépendants de sa volonté, comme les catastrophes naturelles. Gazprom n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Cette décision marque une escalade dans le bras de fer économique engagé avec l'Occident à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Uniper, le plus grand importateur de gaz russe en Allemagne, fait partie des clients qui ont déclaré avoir reçu la lettre et avoir officiellement rejeté la demande comme injustifiée. Une source a déclaré à Reuters que la force majeure concernait l'approvisionnement par le gazoduc Nord Stream 1, une voie d'approvisionnement majeure pour l'Allemagne et au-delà. Le gazoduc fait actuellement l'objet d'une maintenance et l'Europe craint que Moscou ne le mette en sommeil en représailles aux sanctions, aggravant la crise énergétique et risquant de plonger la région dans la récession. L'Union européenne a pour objectif de ne plus utiliser les combustibles fossiles russes d'ici à 2027, mais souhaite que l'approvisionnement se poursuive pour l'instant dans l'attente du développement de sources alternatives. Et aux États-Unis, les chauffeurs routiers ont entravé la circulation au port maritime d'Auckland lundi. Ils se sont rassemblés pour protester contre une loi californienne qui rend plus difficile le transport de marchandises par des entrepreneurs indépendants. La règle pourrait limiter la main-d'œuvre dans les ports maritimes déjà engorgés de l'État, menaçant d'aggraver les problèmes de la chaîne d'approvisionnement du pays. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. Les perturbations du transport routier surviennent alors que les syndicats et les employeurs portuaires de la côte ouest négocient un contrat de travail. La loi est connue sous le nom d'AB5 ou loi sur les travailleurs indépendants. Elle fixe des normes plus strictes pour classer les travailleurs comme des entrepreneurs indépendants. Je m'inquiète parce que cela vous rend plus responsable de tout ce qui se passe avec votre camion et de la cargaison que vous transportez.
Maintenant, ils veulent vous rendre responsable de tout ce qu'ils réclament et de tous les conteneurs que nous retirons du port. Les camionneurs indépendants opèrent désormais sous l'autorité et l'assurance des entreprises qui les engagent. En vertu de la loi, ils devraient assumer eux-mêmes les coûts élevés et les formalités administratives. Cela va augmenter nos coûts. Et vous savez, pas seulement les coûts, ça génère beaucoup de tracas. Nous devons embaucher des gens pour nous aider à faire toute la paperasse. Des contestations juridiques ont empêché l'entrée en vigueur de la loi en 2020. Mais la Cour suprême a rejeté le mois dernier une pétition de l'Association californienne du camionnage qui affirmait que la loi était bloquée par des réglementations fédérales. L'injonction qui a mis la loi en attente pourrait être levée prochainement. Il n'est pas simple d'entrer dans le terminal. Il faut y aller et prendre le chargement. Il faut fixer le rendez-vous. Vous devez organiser les ramassages de commandes, les retours. Que faire si vous avez des problèmes en retournant un conteneur ? Dans le cadre de la manifestation de lundi, plus de 200 chauffeurs et exploitants de petites entreprises de camionnage opposés à la loi ont envahi 2 accès aux terminaux dans le port d'Auckland. La semaine dernière, les camionneurs du port de Los Angeles ont bloqué les portes et les routes du complexe portuaire le plus fréquenté du pays. Environ 40% des importations et 25% des exportations américaines transitent par les ports de Los Angeles et de Long Beach. Andrew Thomas, NTD News. Et à la frontière intercoréenne hier, le village de trêve de Panmunjom est resté calme, malgré la forte tension sur la péninsule coréenne due à l'évolution des menaces nucléaires de la Corée du Nord. Des soldats sud-coréens montent la garde au village de la Trêve, tandis que des soldats nord-coréens ont été aperçus en train de surveiller les visiteurs à travers la fenêtre d'un bâtiment. Cette année, la Corée du Nord a effectué des tests de missiles à un rythme sans précédent et l'on pense que le régime se prépare à effectuer son 7e essai nucléaire. Au début du mois, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a présidé sa première réunion avec les principaux commandants militaires. Il a appelé à des capacités fortes pour décourager les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. La Corée du Sud a rouvert au public la zone de sécurité commune du village de Panmunjom. Séoul a déclaré qu'elle avait été fermée pendant 6 mois en raison des mesures de prévention du Covid-19. La zone de sécurité commune se trouve dans la zone démilitarisée. Elle sépare les 2 Corées et est depuis longtemps un site touristique populaire avec ses bâtiments bleus vifs et ses soldats des 2 camps se tenant face à face. Le président du Parlement de Taïwan est en visite pour un voyage de 4 jours en République tchèque. À l'ordre du jour, la Chine et la guerre en Ukraine. La visite de l'officiel intervient 2 ans après que le président du Sénat tchèque est venu sur l'île pour montrer le soutien du pays à la démocratie et à la liberté. Tout pays libre et démocratique doit conserver sa souveraineté et son indépendance. Il doit veiller à son intégrité territoriale et ne doit pas se mettre sous la dépendance d'un autre pays, surtout d'un pays totalitaire. Le président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, a rencontré une délégation parlementaire de Taïwan à Prague lundi. Cette délégation est dirigée par le président du Parlement, Yu Si-kun. Discutant de la menace des régimes totalitaires, Vystrčil a noté la dépendance des pays européens à l'égard du pétrole et du gaz russe, et la façon dont cela les conduit à ne pas être en mesure de soutenir pleinement l'Ukraine. Une dépendance similaire vis-à-vis de la Chine semble également être présente en République tchèque. Une étude de marché montre que les principaux fournisseurs de services de télécommunications mobiles du pays se sont principalement appuyés sur le géant chinois des télécommunications Huawei pour mettre en place leur réseau 4G. Cela a rendu difficile l'abandon des équipements Huawei dans leur réseau 5G. Il est courant que les opérateurs travaillent avec le même fournisseur pour la 4 et la 5G, afin d'améliorer les performances des équipements. Bien que la République tchèque n'ait pas interdit Huawei comme beaucoup d'autres pays, son agence de cybersécurité a émis une mise en garde officielle contre Huawei et une autre entreprise chinoise de matériel de télécommunication, ZTE, en invoquant la sécurité nationale. Lors de la réunion de lundi, le président du Parlement taïwanais a exprimé sa gratitude à son homologue tchèque. Monsieur Vystrčil n'a pas eu peur d'amener héroïquement une délégation tchèque à Taïwan. Par cet acte décisif soutenant les valeurs démocratiques, il a combattu les actes de la diplomatie du loup communiste chinois, souligné la contribution de Taïwan à la démocratie mondiale, souligné le rôle important que joue Taïwan dans la géopolitique et aider le monde à réaliser où sont les valeurs de Taïwan.
Le président tchèque Miloš Zeman cherche depuis des années à resserrer les liens avec le régime communiste chinois. Mais ses efforts ont souffert l'échec des projets d'investissement entre les deux pays. Plus récemment, la Commission des Affaires étrangères du Parlement a adopté à l'unanimité une résolution visant à quitter une plateforme de coopération dirigée par la Chine avec les États d'Europe centrale et orientale. Seuls 14 pays ont des liens diplomatiques officiels avec Taïwan. De nombreux autres, dont les principaux pays occidentaux, ont des ambassades de facto à Taïwan, qui sont souvent qualifiées de bureaux commerciaux. Et en Chine, un poème parlant de cigales devenu viral sur la toile a été supprimé après une demi-heure. L'auteur du poème a eu des ennuis après avoir fait allusion au chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping. Le rédacteur en chef de l'agence de presse Shanghai Media Group, Chuan Qizhong, a posté un poème sur une cigale sur Weibo, le Twitter chinois, vendredi dernier. On l'a rapidement obligé à supprimer le poème au bout d'une demi-heure. Les captures d'écran avaient déjà commencé à circuler et ont attiré l'attention de l'Internet chinois. Le poème exprime sa frustration face au bruit des cigales dans la chaleur étouffante de l'été à Shanghai. Mais l'utilisation de termes tels que « grosse tête »,« grande oreille » et « pense que tu es intelligent » est interprété comme une référence à Xi Jinping, le chef du PCC. Dans l'environnement censuré du web chinois, les utilisateurs ont recours à des références indirectes pour critiquer les dirigeants, car les critiques directes pourraient leur attirer des ennuis. L'agence de presse pour laquelle il travaille aurait réprimandé Chuan. Selon un mémo interne, Chuan a reconnu qu'il n'était pas conscient de la sensibilité du sujet et qu'il a agi sous le coup de l'émotion. Les commentaires sur Internet expriment leurs différentes réactions. Certains suggèrent qu'ils n'avaient pas réalisé que le poème était dirigé contre Xi avant qu'il ne soit supprimé. De nombreux internautes ont déclaré qu'une telle censure avait le résultat inverse. Les gens ont été alertés et ont pu s'informer sur le sujet. L'Internet chinois est connu pour censurer certaines phrases jugées politiquement sensibles, en particulier à l'égard des dirigeants politiques. Dans un cas, une application populaire, en Chine appelée Little Red Book, a supprimé 564 termes associés à des références directes ou indirectes à Xi Jinping, y compris des termes comme Winnie l'ourson marque l'histoire. Et au Japon, une entreprise fabriquant des allumettes annonce l'arrêt de sa production des traditionnelles pochettes d'allumettes. Les pochettes d'allumettes étaient autrefois un support publicitaire très courant, mais les briquets jetables les ont désormais largement remplacés. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. La société Nitosha évoque une époque où les pochettes d'allumettes colorées servaient de publicité à la mode et subtile. Elles étaient distribuées gratuitement dans les bars, les restaurants et les hôtels. À partir des années 70 environ, l'utilisation des briquets est devenue courante et le marché des allumettes s'est donc rétréci. Et donc, du point de vue de la publicité, nous avons commencé à nous diversifier en produisant des paquets de mouchoirs en papier au format de poche qui étaient commandés par les restaurants auxquels nous fournissions des allumettes. Cette époque est révolue depuis longtemps, la publicité étant désormais numérique. Les briquets jetables sont désormais répandus et le nombre de fumeurs a diminué. La société a récemment annoncé qu'elle cesserait de prendre des commandes d'allumettes d'ici la fin du mois de juin. Pour nous, la production a chuté de manière drastique en raison de la baisse de la demande. C'est regrettable, mais nous avons décidé d'arrêter la production. Mais tant de gens ont exprimé leur déception et nous avons donc ressenti plus que jamais à quel point les allumettes avaient véritablement fait partie intégrante de la vie quotidienne. Nitosha fabrique toujours des allumettes classiques en bois, vendues en boîte. Certaines sont exportées aux États-Unis. Nitosha est l'un des rares fabricants d'allumettes qui subsistent au Japon et représente environ 70% de la production totale, selon la société. Andrew Thomas, NTD News. Et sur l'île suédoise de Gotland, une première en son genre appelée Smart Road aide à alimenter une navette d'aéroport. Cette technologie pourrait bientôt s'étendre sur 12 000 km à travers le réseau routier le plus fréquenté du pays. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. Cette navette d'aéroport est sur le point de partir en voyage, partiellement alimentée par la route qu'elle emprunte. Sur l'île suédoise de Gotland, l'une des routes les plus fréquentées est alimentée en énergie électrique sans fil. Nous entrons sur la route électrique. C'est une route électrique sans fil.
Donc nous nous rechargeons tout en conduisant en ce moment même. La Smart Road est un projet de démonstration d'1 kilomètre de long situé à la périphérie de Visby, la plus grande ville de l'île. Elle fonctionne grâce à une technologie de transfert d'énergie sans fil dynamique. Elle permet à l'électricité de circuler sans fil entre des bobines de cuivre de 1,5 m de long construites sous l'asphalte et 3 récepteurs installés sous le bus. La route identifie le bus et dès que nous roulons sur les bobines, la route commence à transférer de l'énergie à travers l'air vers le bus. L'électricité est transférée par induction, une technologie que l'on retrouve dans les chargeurs de brosses à dents électriques, les cuisinières modernes et autres. Avec cette technologie, on peut avoir des batteries plus petites et on peut les recharger pendant qu'on roule. La route est censée être une première mondiale pour la recharge de camions et de bus de grande taille. Carl Narsson affirme que la technologie ne gaspille pas l'énergie. Un système de gestion détecte les véhicules électriques en approche et leur fournit une énergie ciblée. C'est invisible, donc quand on regarde la route, on ne voit rien. Nous avons les unités de gestion sous le sol. C'est un gros point pour la maintenance et pour la sécurité. La technologie a été développée par la société israélienne Electreon. L'entreprise affirme que des tests ont permis à un camion de 40 tonnes d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 80 km/h, tout en recevant une charge moyenne de 70 kW de la chaussée électrifiée. Si vous avez cela en synergie avec le système de route électrique, la charge dynamique signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir une batterie du tout, ou vous pouvez avoir une batterie plus petite, en particulier pour le trafic dense. Le gouvernement suédois s'est fixé l'objectif ambitieux d'installer environ 2000 km de routes électrifiées d'ici 2030. Cela fait partie d'un plan visant à atteindre des émissions net nulles d'ici 2045. Andrew Thomas, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.